Allez, chers amis, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux, Baruch Hashem, malgré l'hiver, malgré le vent, malgré le froid, malgré la pluie. Baruch Hashem. Vraiment, quand la kavod, sachez une chose que vous le savez, ce chiot, on le fait pour la slacha des soldats, pour que Bezrat Hashem, tous les kidnappés reviennent. C'est ce qu'on a mis en place depuis le début quelques temps. Et Baruch Hashem, maintenant, vous voyez, on a commencé à filmer les cours. On les met sur Internet. Ça fait beaucoup de zékou arabim, ça touche beaucoup de gens. Mais surtout et avant tout, sachez que ceux qui ont le mérite, j'ai envie de dire peut-être essentiel, c'est vous. Parce que c'est vous qui créez le noyau, c'est vous qui me donnez l'envie de préparer et à chaque fois de chercher une nouvelle approche. Parce que vous aimez bien, si je parlais à chaque fois devant un public différent, ça arrive de temps en temps, mais c'est beaucoup plus facile. Parce que je peux ressortir le même cours, parce que je peux sortir les mêmes blagues, je peux sortir la même approche. Mais quand on est devant le même public qui se répète, Baruch Hashem, hebdomadaire, de semaine en semaine, je ne peux pas faire du réchauffé. Je ne peux pas faire les mêmes blagues, je ne peux pas faire la même approche, donc je suis obligé de réinventer, de me réinventer, mais ça c'est grâce à vous. Donc kol hakavod, et sachez bien, tout celui qui fait un effort pour venir, Akadosh Baruch Hu, il ne reste pas chayav. Hachem il n'aime pas les dettes. Quelqu'un aime les dettes ici? Hein? Non. À la rigueur, si quelqu'un nous doit de l'oseille, c'est déjà mieux que ça. Mais que nous on doit à quelque chose quelqu'un, encore moins. Je souhaite que personne ni vous donne de l'argent, ni que vous devez à quelqu'un. Mais Akadosh Baruch Hu, il est exactement comme nous. Il n'aime pas quand il est redevable envers nous. Alors sachez une chose, c'est que maintenant en hiver, chaque chose qu'on fait, je suis certain, c'est multiplié au moins par 10. Parce que c'est plus difficile. Moi je vois, on parlait de ça au début. Il est 4h30, 5h, il fait nuit noire. Tu n'as plus envie de sortir. Vous voyez ou pas? Vous savez qu'il y a des statistiques qui prouvent qu'en hiver, les gens grossissent plus qu'en été. Pourquoi? Parce qu'il fait noir. Tu restes à la maison, tu bouges pas. Et quand tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu ouvres le placard, tu ouvres le frigo, tu commandes, tu machin. Et tu bouges pas. Donc imaginez ça si c'est dans la matérialité, dans la gashmiout, dans la rouchaniout aussi, ça influe. On a moins envie de sortir, on a moins le courage d'aller au cours de Torah, il faut se motiver. Vous êtes là-bas au Hachem en grand nombre, moi je dis kol hakavod. Alors les amis, ce soir on va essayer de comprendre ensemble, un message extraordinaire. Maaseh Avot Simad Labanim, tout ce qu'ils ont fait, les patriarches, les matriarches, jusqu'ici, ce sont des consignes de vie pour nous jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de voir aujourd'hui quel est peut-être l'intérêt de passer des épreuves. C'est quoi l'intérêt d'une épreuve? Comment je m'en sors? Et pourquoi Hachem me fait ça quelque part? Ok? Un jour, il y avait sur un scooter un Chabad et un Breslev, ils étaient potes. Ils sont en train de rouler ensemble sur le scooter. L'eau à l'éno, de la pluie, un peu de verglas, un peu de machin, le scooter il glisse, tac. Les deux, ils meurent sur place. Ils arrivent là-haut, ils ont peur. Eden, Gainam, des mitzvot, des averot, ils voient comme ça la balance qui commence à pencher. Et là, tu le Breslev qui crie Rabbeinu, 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 sauve-moi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai laissé pousser les péotes. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev? Il a dit celui qui laisse pousser les péotes, il a dit quand il va rendre son âme à 120 ans, moi je viendrai et je le tirerai, s'il reste jamais dans le Gainam aux enfers, je le tirerai par les péotes, jamais au Gan Eden. Il dit regarde, moi j'ai laissé les péotes, etc. Apparaît le Rabbi Nachman, il dit tu as raison, t'as passé le Gan Eden, hop, il le chope par les péotes, il le tire et met le Gan Eden. L'autre, le deuxième aussi. Voici ça le Chabad qui commence à invoquer. Rabbi de Lubavitch. Rabbi, aide-moi, sauve-moi, il veut le mettre au Guéidam et tout, machin. Rabbi, il vient, il fait c'est quoi ton affolement? Il veut mettre au Guéidam, sauve-moi. Voilà, j'ai la barbe, j'ai mis les tefilines à tout le monde, etc. Rabbi, il fait doucement, calme histoire. Viens, on reprend depuis le début. Tu es dans le Guéidam? Oui. Tu y es déjà? Oui. Tu as vu ce qu'il y a là-bas? Oui. Il y a des juifs? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Où va mettre Chabad là-bas? En plus de ça, je crois qu'il a donné $1 pour commencer. Ouais. Les amis, c'est quoi? Il y a qui au Gainam à votre avis? Il y a qui au Gainam? Au Gainam, il y a malheureusement, ne croyez pas que c'est uniquement pour les Rechaim Gmourim, pour les pires des mécréants. Il y a aussi des gens qui sont bien comportés dans leur vie, mais qui doivent passer, on va dire, un petit nettoyage pour être nickel. Hein, tu connais quand il y a le verre de kidouche qui est en argent à la maison, et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Ça lit noircit un petit peu, il faut mettre un petit peu, tu sais, comment il s'appelle ce produit là qu'on met pour faire, hein? Le mirror, bravo, pour faire, heureusement qu'il est réactif, pour faire briller un petit peu l'argenterie. Alors des fois c'est la même chose, nos neshamot, Atkama qu'on essaie de les garder propres, etc. Des fois on les a salis, et on n'a pas réussi à les nettoyer de notre vivant, on est obligé de faire un petit passage par là-bas, par le four un petit peu, température un peu plus que ambiante, ouais, on se fait nettoyer, après Bezrat Hashem, on passe tous au Gan Eden. Mais là-bas aussi, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Il y a énormément de Rechaim Gmourim. Je vous passe la Gemara dans ma métier, ce qu'elle déclare, comment elle explique qui est là-bas, comment ils sont punis, etc.
C'est terrifiant. Donc je vous dis un petit conseil, si on a des comptes à régler, vous les réglez ici et maintenant avec le bon Dieu. Envers nous-mêmes, envers Hachem, croyez-moi, ça coûte de l'argent, ça coûte qu'on appelle ça, des choses qui ne nous plaisent pas, etc. Mais ça vaut toujours mieux de les régler ici que de les régler là-bas. Ouais. Moi perso, je suis jamais allé là-bas pour vous dire exactement comment ça se passe, mais je fais confiance à ceux qui décrivent comment ça se passe. C'est mieux qu'on règle nos comptes ici. Il y a des Réchaïm. Et en parlant de Réchaïm, vous savez qui a été peut-être le premier, j'ai envie de dire, rachat qu'on pointe du doigt, qui a commis la Avera. Mais en dehors de ça, que c'est une Avera pour nous les Juifs, même c'est un acte horrible, même chez les non-juifs, ce qu'on appelle le viol. Où est-ce qu'on voit le premier viol dans la Torah? Dina. Avec Dina, bravo. Qu'est-ce qui passait avec Dina? Dina, c'était la fille de Yaakov Avinu. Voilà que Yaakov, il sort de la vanne, il passe Esav, etc. Sa fille, elle veut se balader un jour, elle passe à côté d'une ville qui s'appelait Shrem, et voilà que le prince de cette ville s'appelait Shrem, il voit Dina, il tombe amoureux d'elle, mais il ne lui demande pas son avis. Il la kidnappe et il la viole. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que le Midrash va nous dire à qui on va faire porter cette faute, c'est à cause de Yaakov Avinu. Pourquoi nous dit le Midrash? Dit le Midrash, à cause de ce que tu as fait, que tu as empêché ta fille de se marier avec Esav, ton frère, tu as été puni. J'explique. Quand Yaakov Avinu est sorti de chez Lavan, et on lui dit, il y a Esav qui va te voir. Maintenant, ça fait plus de 20 ans, ça fait à peu près 34 ans, 35 ans, qu'il n'a pas vu son frère. Et je rappelle que quand il est parti, Esav, il voulait faire la peau de Yaakov. Ouais, tout le monde se rappelle du contexte. Pourquoi? Parce qu'il avait pris les brachot. Très bien. Yaakov, il sait que Esav a la rancœur dure. C'était un... Chacun choisit de quelle origine il était. Moi, je ne me mêle pas, ça vous regarde. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait fait son frère. Et Yaakov, il sait que son frère, il lui en veut encore jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'organise, il a peur, il essaie d'envoyer des cadeaux, il prie, il se prépare à la guerre, il sépare ses enfants, sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait avec Dina? Il prend sa fille Dina, il nous dit la Torah, et il va la cacher dans une boîte qu'il va fermer à clé. Pourquoi nous dit le Midrash? Parce que il a dit, je préfère que ce rachat ne pose pas les yeux sur ma fille et qu'il ne l'épouse pas. Je vais vous lire le Midrash parce qu'il est extraordinaire. Vayakom balaylahu, il s'est levé cette nuit-là. Vaiker echnen hashav, donc il a pris ses femmes, il a pris ses enfants. Ve'achad asar yeladav, et ses 11 enfants, parce qu'il manquait encore le 12e, Binyamin n'était pas né. Mais alors on sait qu'il y avait une fille qui était déjà née entre temps. Et dans le Midrash, Dina et Chanaya, mais où est-ce qu'elle était Dina? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Natna bateva, il a mis dans une boîte, Venaal befanea, il a fermé à clé. Amar, il a dit Yaakov, à Racha Azé, donc de qui on parle ce Racha? Esav. Et Navramaï Sheloikle Naviri Ota Vikachota Mimeni. Je ne veux pas qu'il pose ses yeux sur elle et qu'il la prenne. Amar lo Akadosh Baruch Hu, où nous dit le Midrash, Hachim le dit Yaakov. Manata Chazdecha Minachicha. Tu as empêché un chesed avec ton frère. On va expliquer de quel chesed on parle. De Ilunis Alo Lozinta. Si tu avais laissé Dina se marier avec Esav, jamais elle aurait été violée par Shechem après. Pourquoi? Lo bikashtale asiya lemahu. Regardez comment il fait le Midrash. Il a dit, tu as refusé qu'elle se marie avec quelqu'un qui était circoncis, parce que ça c'était un rachat, il venait de Yitzhak, etc. Depuis Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on faisait aux enfants de 8 jours? On faisait la Brit Mila. Tu as refusé qu'elle se marie avec un circoncis. À Réunisset les Harel, tu vois qu'elle va se marier de gré ou de force avec un non-circoncis. C'est qui ce goy? Shrem. Lo bikashtale asiya de recheter. Tu n'as pas accepté qu'il se marie dans la Torah, sous la choupa, comme il fallait. À réinitier des Réchissur, elle va se marier dans le Issour contre son gré. Vous imaginez pourquoi? Parce que nous dit le Midrash que si Yaakov, il avait laissé Dina se marier avec Esav, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait fait à Esav Teshuvah. Ça c'est le Midrash. Midrash Rabbah, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Vous regardez sur place, je ne vous raconte pas de salade. Ça c'est ce qu'on reproche à Yaakov Avinu, et c'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash qu'il va être puni, que sa fille va être prise et va être violée par Shechem. Alors, l'histoire, elle est d'un côté jolie, d'un autre côté très triste, et surtout, elle nous pose on se pose la question. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il y a du sens à tout ça? Yaakov, il a une fille, c'est une beauté, c'est une tzadékette. Son frère, c'est un rachat, c'est un tueur, c'est tout ce que vous voulez. Il doit donner sa fille à un rachat? Où on a vu ça? Où on a vu qu'on peut jeter sa fille dans la gueule du lion? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça n'existe pas. Logiquement, là, il y a un truc qu'on rate. Surtout que même le Shulchan Aruch, il dit, écoutez bien, c'est une halakha, que quand ça y est, les Ashkenazim, ils font ce qu'on appelle, nous les Sfardim, on ne fait pas trop ça. Les Ashkenazim, ils font ce qu'on appelle les Tnaïm.
quand il y a un garçon et une fille qui se fiancent, c'est pas comme nous à la Sfarad, aîné, djellaba, on met le truc dans la main et c'est la fiesta. Eux, les Ashkenazim, bon, ils font une fête à leur manière. Ouais, on va appeler ça une fête aussi. Mais surtout, ils ont fait des Tnaïm, ça s'appelle l'engagement. Ils vont s'engager, qu'ils sont promis maintenant l'un à l'autre. Et ils cassent une assiette. Bon, il y a tout un processus, etc. C'est très sympathique à assister. Et ils s'engagent. Maintenant, s'il y a un des deux qui va, entre guillemets, se désengager, c'est pas si facile que ça. Ils ont fait un tnaï, un engagement. Ok? S'ils veulent se désengager, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison, etc. Maintenant, il dit le Shulchan Aruch. Rassure-moi, Johan, tu peux faire ça qu'une Ashkenaz, toi? Non, bon, ça va. Mais Bezrat Hashem, vous allez rentrer sous la choupa, amen. S'il sourit, c'est bon. Hein? S'il continue à sourire, c'est bon. Non, c'est ce qu'il a dit. S'il sourit. Ah, ça, je répète pas devant la caméra. Mais là, maintenant, j'ai une fois. Si maintenant, Oui, Dina elle pouvait changer Esav, ouais. alors pourquoi aussi Léa, elle ne pouvait pas se marier avec Esav? Ah, extraordinaire. Alors là, écoute-moi bien. Là, tu es arrivé à la fin du cours déjà, tu as allé vite dans ton raisonnement. Et sachez qu'il a touché au point extraordinaire du cours. Et vous savez quoi, je vais vous dire. Je remercie Hachem de m'être posé la même question en préparant le cours, parce que grâce à ça, j'ai trouvé une réponse. Sinon, là, j'aurais été comme ça. J'aurais eu l'air bête. Kol la kavod yoni, Bemet Razak. Ok? Le Shulchan Aruch, il dit que si une personne s'est fiancée avec une autre personne, mais que maintenant, on va dire, le garçon ou la fille, il s'est dégradé dans ses midotes, on pensait qu'il était bien, mais il a commencé à se dégrader. Finalement, on voit qu'il fait plein de choses qu'on ne savait pas, ou bien qu'il a commencé à les faire. On a le droit tout de suite d'annuler les accords de mariage. Parce qu'on ne se marie pas avec des gens comme ça. Alors c'est comme ça, on ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'on reproche à Yaakov. Tu as un frère, Racha, tu as une fille de Sadeket, et parce que tu n'as pas voulu lui donner, alors il va voir ce qu'il va avoir. C'est bon, la question est claire, n'est-ce pas? Alors on va essayer de comprendre. Et je veux dire pire que ça, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui nous, on va dire, nous garantit que Dina, elle aurait réussi dans sa mission de faire tchouva à Esav? Vous voyez, c'est que la Gemara, elle raconte une histoire extraordinaire avec un Rav, un Tana qui s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Elazar ben Arach. Ok? Mais c'était pas un Tana, c'était un Amora. Rabbi Yochanan ben Arach, il était tellement Tamid Chacham que la Gemara a dit chez Machia et Kol Chachmei Israël. C'est-à-dire que tu mettais Rabbi Yochanan ben Arach d'un côté. Et tous les Chachmei Israël, tout le monde savait que c'était lui qui avait raison. T'imagines ou pas? Tu prends les Rav Ovadia, les Ben Ishraï, les Baba Saleh. Contre lui, tout le monde savait que c'était lui qui avait raison. Et pourtant, Rabbi Yochanan ben Arach, avec toute la chorma qu'il a eue, un jour, il est parti dans une ville qui s'appelait Diomsit. C'était la ville de tous les péchés. Je ne suis pas trop rentré dans les détails pour savoir pourquoi il est allé là-bas, pourquoi il est allé là-bas, parce qu'après, si on commence à détailler chaque Gemarot, on va passer au Hachem, la veillée de Shavuot ici. Mais en tout cas, il est parti là-bas, il a tellement été influencé par son entourage, il a tellement, on va dire, complètement pété les plombs, que même lire, écoutez bien ce que je vous dis, lire le pasouk de Achodesh Hazelachem, vous connaissez tous ce pasouk, Achodesh Hazelachem, qu'est-ce qu'il lisait? Acheresh Hayalibam. Même les lettres, il ne les reconnaissait plus. Vous imaginez ce que je vous dis? Pourquoi? Parce qu'il est parti dans un endroit qui était très dangereux et il s'est complètement perdu là-bas. Comment Dina, le Midrash nous dit, si tu l'avais mariée à Esav, elle aurait fait tu vois, mais ça se trouve c'est elle qui serait devenue n'importe qui. Ouais, c'est même un peu plus logique à la rigueur. Donc qu'est-ce qu'on reproche à Yaakov? Le Midrash, il nous fait comprendre qu'on reproche ça à Yaakov. Rashi vient, il nous donne une autre approche extraordinaire. Il dit Vatetse, Dina lirot et bnotaaret. Elle est sortie, Dina, pour voir les filles de la ville de Shrem, et c'est là-bas qu'elle a été capturée. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Vatetse, Dina, ça me fait rappeler à quelque chose. On a vu aussi qu'il y a une autre femme qui est sortie. C'est qui? C'est Léa, sa maman. Vatetse, Léa likrat Yaakov. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas la faute de Yaakov, c'est la faute de sa mère. Sa mère aussi avait une tendance à sortir à l'extérieur au lieu de rester à l'intérieur caché, noir. Comme ça, on a l'impression au début. Dina, elle a pris la même mida que sa mère. Elle est sortie, c'est à cause de ça qu'elle s'est fait attraper. Donc le midrash d'un côté nous dit c'est Yaakov. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, non, c'est pas Yaakov. C'est Léa, c'est sa mère. C'est la mère de la petite. Donc on a l'impression que c'est les parents qui sont responsables. Mais le problème, c'est que Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Que pourquoi va t'être Léa? Pourquoi est-ce que Léa, elle est sortie? Elle n'est pas sortie pour aller se balader pour faire du shopping. Elle est sortie d'Ikrat Yaakov. Elle est partie à l'encontre de Yaakov. Pourquoi? Parce que ce soir-là, elle avait acheté son tour de passer la nuit avec son mari, de sa sœur Rachel, en lui donnant les mandragores que son fils Réhouven avait ramenés. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mandragores, c'est une fleur qui avait le pouvoir de donner la possibilité de tomber enceinte. Or, Rachel n'avait pas d'enfant. Et moi, j'ai Réhouven revenir du champ avec des mandragores. Il dit, où tu as eu ça? Je les ai trouvés. Il dit, donne-les-moi. Il dit, non, mais c'est à ma mère. Je dois les apporter à ma mère.
Rachel, elle fait un deal avec Léa. Elle dit, regarde, toi tu as des enfants, moi j'ai pas d'enfants. Ce soir, Yaakov, il doit venir dormir avec moi. Je suis prêt à te céder ma place avec lui. Et toi, en contrepartie, tu me donnes les mandragores. Comme ça, quand moi j'irai avec Yaakov, je pourrai tomber enceinte. Léa, elle dit bingo. Donc Yaakov, quand il rentre du boulot le soir, il prend lui, il sait pas quoi, il met son GPS, maison de Rachel. Et voilà que Léa, elle arrive en face, elle lui fait les faire comme ça. Elle dit, non, mais c'est avec moi que tu vas dormir. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Elle est partie avec Yaakov, elle a dit, Hachem, je t'en supplie, que je me roule. Yaakov, il a abordé 12 vatim. Donne-moi encore un enfant avec lui. Donc la sortie de Léa, c'est quoi? C'est pas une sortie ni de Touma, ni de perte de temps. C'est quoi? Elle a voulu faire grandir les tribus d'Israël. C'est un excellent mérite. Et c'est ce que Rachid lui-même il explique. Alors qu'est-ce que Rachid maintenant il nous dit? Ah, Dina elle est sortie, elle n'aurait pas dû sortir comme sa mère elle est sortie. Et là, c'est nous qui comprenons pas Rachid. Rachid au contraire, lui il vient, il n'est pas d'accord avec le Midrash. Il dit on ne peut pas reprocher à Yaakov ou en tout cas à Léa d'être responsable de ça. Surtout pas Léa. Pourquoi? Parce que Léa, quand elle est sortie, c'est avec une bonne idée en tête. Et Dina, quand elle est sortie aussi, elle avait exactement la même idée de sortir vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire sortir vers l'extérieur? Et là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est pas comme on croit, je suis à la maison. J'entends qu'il y a un film qui est sorti au cinéma. Allez, on sort. Ça, c'est nous aujourd'hui en 2023. Mais à l'époque, quand ils sortaient, que ça veut dire sortir de la Shona Torah, il explique Razal. Ils disent que c'est sortir vers les gens qui sont différents de nous pour essayer de les changer. C'est ça, sortir vers l'extérieur. Vers ceux qui sont extérieurs à nous, vers ceux qui sont extérieurs à la Torah. Léa, elle avait cette force de sortir et de changer les gens. Et elle a transmis à Dina, sa fille, ce même kohar, cette même mida de sortir dehors et de pouvoir changer les gens. Vous imaginez comment ça prend complètement une autre tournure. Ouais. Maintenant, pour comprendre ça, on va essayer de comprendre déjà qui c'était Léa et comment toute l'histoire elle s'est passée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Yaakov Avinu toute sa vie, à propos de ses femmes, il était en duel, il avait un combat contre son mazal. Il voulait se marier avec qui? Avec Rachel. Pourtant, avec qui il va se marier? Avec Léa. Premier exemple. Comment ça s'est passé? Je vous raconte un truc que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Si vous avez entendu, vous ne gênez pas comme ça de me faire un petit clean. Je sens qu'il va me faire un signe là bientôt. Écoutez-moi bien. Quand Yaakov est venu, il a dit à Lavan, je veux me marier avec Rachel. Lavan lui dit, bien sûr, aucun souci. Lui déjà de Méroche, il savait qu'il allait l'arnaquer. Rachel elle est venue voir Yaakov, il lui a dit, mais attends, t'es fou quoi? Tu crois que mon père il va te donner ma grande sœur avant, il va me donner à moi avant ma grande sœur? Ça n'existera pas. Que tu saches, il va t'entourlouper. Yaakov lui dit, mais je sais. Je trouve que j'ai pas prévu le coup. Donc on va échanger encore ensemble quoi? Des simanim, des signes. C'était quoi les signes en question? Ils ont dit un mot secret. Chana. Ouais, comme Chana de Rabbi Jacob. Ouais. Elle s'appelle Chana du bonjour. Là, même de là, ça a été tiré. Chana, c'est quoi Chana? Nous dit Chazal, rachetez votre trois choses. Chana, c'est Chala. Nun, c'est Nida. Et He, c'est Adlakat Nerot. Il lui a appris la halachot de ces choses-là. Donc, il dit, comme ça, quand je vais te voir, tu vois, c'était pas, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, quelle photo tu as liké, quel look tu as acheté. Non, eux, ils parlaient de Torah. Pas de trucs, on parle des Havot et des Imaot. Donc, ils sont transmis les signes. Super. Arrive maintenant le moment où Lavan, il échange ses filles. Et Rachel, elle voit que Léa, elle va prendre c'est pas un vent, c'est une tornade qu'elle va prendre. La honte de sa vie. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle va voir Léa, elle dit, là, tu vas dans un mur, tac, 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 elle lui donne ses manimes vite, vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il se dit, mais Jacob, il est malin. Il se doute de quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a fixé le mariage entre Jacob et Léa. Quel jour de la semaine? Shabbat. Vendredi soir. Il a invité tout le monde. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint toutes les bougies. Le mariage se passe dans le noir. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Il dit, c'est comme ça le vinac chez nous. Quand on fait une fête, on va dire un Negeda Inarat, c'est chacun avec son délire. Il n'y a pas de lumière, c'est comme ça. Donc Yaakov, il ne comprend pas là. Et j'ai entendu un pirouche extraordinaire. Vous savez, c'est quoi le Maron enfin, chez nous les Sfaradim, quand on fait une simcha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles font les femmes dans les Zrat Nashim? On fait monter un bar mitzvah, un khatan. C'est comme je l'ai fait bien ou pas? Je me suis entraîné pendant une demi-heure avant le cours pour les faire. On fait les youyou, ouais ou pas? Et on attend, ah mamie, tu es où, tata, tu es où, truc, celui qui fait mieux, avec la main, sans la main, ouais, chacun avec sa technique. D'où ça vient ce youyou? Extraordinaire, j'ai vu un pirouche qui dit que ça vient de l'épisode de Yaakov. Les gens, ils ont fait lé. Ils voulaient dire à Yaakov, c'est Léa. Léa. C'est extra ou pas? Il essaie de lui faire comprendre, tu es en train de te faire rouler par la vanne. Tu es en train de faire. Mais Yaakov, il n'a pas capté.
Parce que c'est la première fois qu'on fait des Yotzim, limite, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Indiens, qu'est-ce qui se passe? Il parle avec Léa, et qu'est-ce qu'il commence à lui poser comme question? Tac, 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 les Simanim. Il voit que c'est les Simanim, il croit que c'est Rachel, et il se marie avec elle. Il se rend compte le lendemain que c'est Léa, et il ne s'arrête pas là. Il dit, si c'est comme ça, je veux quand même prendre Rachel. Et il prend une deuxième femme, il prend Rachel. Mais pourquoi tu t'entêtes? Si Hachem il l'a fait comme ça doit être ton mazal. Non, Yaakov il s'entête, il dit, je veux marier avec Rachel. Deuxième chose, ça ne s'arrête pas là. Il se marie avec Léa, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Baruch Hashem, Léa elle tombe enceinte. Et un enfant, et deux enfants, et trois enfants, et quatre enfants, et 5 enfants, les amis. 5 enfants, et aussi Dina. Ouais. Après, bon, il y aura d'autres. Et Rachel, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non. Combien de temps il y a eu d'écart entre le mariage des deux, vous savez? 7 ans. Une semaine. Une semaine. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, quand il est arrivé chez Lavan, il lui a dit, je veux travailler pour Rachel. Il lui a dit, ok, travaille 7 ans, tu vas prendre ma fille. Au bout de 7 ans, Lavan, il a arnaqué, il lui a donné Léa. Et quand le lendemain, il lui a dit, Vela Marie Mitani, pourquoi tu m'as arnaqué, je voulais Rachel? Tu dis, pas problème. Finis la semaine avec elle et après, je te donne Rachel. Ok? Donc, mais par contre, quoi, il s'est marié avec Rachel, il a encore travaillé, encore 7 ans pour Rachel. Il était marié. Mais il était déjà marié avec elle, on va dire dans le deuxième couplet des 7 ans. Ok? Donc, il se marie tout de suite. Et pareil, on voit, Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est en train de lui faire quelque part des appels de phare. Mais ta femme, c'est, entre guillemets, c'est Léa. Je te donne un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et Jacob, il s'en dit, je veux Rachel, je veux Rachel, je veux Rachel. Et il va s'entendre jusqu'au moment qu'il a 2 enfants avec elle. Et le troisième épisode aussi qui est fou, on voit à quel point Jacob, entre guillemets, et Rachel ne pas être ensemble. C'est que Rachel, elle va mourir plus tôt que Léa. Vous le saviez ça? Rachel va mourir avant Léa. Et on le sait, où est-ce que Rachel va être enterrée en plus de ça? Sur Bethléem, sur la route. Et Jacob, où est-ce qu'il va être enterré? Marat Marpella, à côté de qui? À côté de Léa. Donc tu vois que le choix du mariage, les idées entre guillemets, ils sont un peu truqués. Les enfants, pareil. L'enterrement et la vie commune, pareil. Vous voyez la différence de plan ou pas? Et Jacob, il se bat contre son mazal. Alors pourquoi? Juste pour préciser un truc, Rachel, elle est restée avec Yaakov de l'âge de 22 ans à l'âge de 37 ans seulement. Ça veut dire une quinzaine d'années ensemble. Alors que Léa, elle est niftéret, pas à l'âge de 37 ans, elle est niftéret à l'âge de 44 ans. Donc elle a vécu, on va dire, 7 ans en plus avec Yaakov. Vous voyez la différence? Même là, il y a une différence. Et juste pour le petit midrash, il y en a qui disent que Rachel et Léa, elles étaient jumelles. C'est pour ça que Yaakov, il a peut-être pas reconnu Léa. Ça, c'est un midrash qui nous dit ça. Que Léa et Rachel étaient des jumelles. Ok, alors on va comprendre. Alors après, soit qu'on dit que Rachel était belle et Léa n'était pas belle. Les jumeaux, en général, on parle de vrais jumeaux. Hein, pas... Des fois, on me dit, bébé, tu connais des fois, je connais des gens. Je connais un gars, je connais un autre gars. Je dis, c'est vrai, ils ont le même nom de famille. Un an après, il me dit, ben, c'est mon frère. Je fais, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, c'est mon jumeau. Mais alors, tu vois, Laurel et Hardy. Il y a un problème là, comment c'est ton jumeau? Il y a des faux jumeaux, mais là on parle que c'est des midrash Théomot Zéhot, des jumelles qui se ressemblaient. Donc c'est peut-être aussi une des manières pourquoi Yaakov il n'a pas reconnu Léa à la place de Rachel. Ok. Il nous dit le Chizkouni quelque chose de très très beau. Pourquoi est-ce que Yaakov il n'a pas voulu épouser Léa? Après on va expliquer Yannick ta question, pourquoi est-ce que Léa n'a pas voulu épouser ça? Je t'ai pas oublié, t'en fais pas. Mais pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas voulu épouser Léa? Ça déquête. Fille bien, machin, pourquoi il n'a pas voulu? Et en plus, je vais vous dire même une question, on va dire un peu plus actuelle. Comment Léa a accepté de se marier avec Yaakov? Elle sait très bien qu'il ne veut pas se marier avec lui, avec elle. Il sait que son père est en train de faire une embrouille. Comment toi, qui es une tzadékette, tu rentres dans l'embrouille? C'est juste ça. C'est pas juste, n'est-ce pas? Et là, il dit le Chizkouni quelque chose de magnifique. Yaakov, il a fait un calcul. Il dit, et ça, pourquoi est-ce qu'il veut me faire la peau? Parce qu'il me reproche, tu m'as arnaqué déjà sur le droit d'aînesse. Tu me l'as fait comme ça, je t'ai fatigué, tu m'as donné un plat de lentilles, hop, tu as pris la Bechora. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti voir papa, et tu as dit non, mais maintenant que j'ai la Bechora, les brachot elles me reviennent. Hop, tu as pris les brachot. Mais je te rappelle que quoi? Que Léa, à la base, elle est destinée pour qui? Pour Esav. Dis Yaakov, il n'y a que ça qui me manque. Que je vais lui prendre la Bechora, je vais lui prendre les brachot, et il va me dire, et même ma femme, tu m'as pris. Il dit là, Atkan, là, j'ai aucune chance, il va me haïr à vie. On comprend pourquoi. Mais pourquoi alors Léa, elle l'avait accepté?
Parce que Léa, elle a dit, écoutez bien ce midrash comme il est extraordinaire. Quand le soir, Yaakov il demande à Léa, il lui dit, est-ce que c'est toi? Elle lui dit, oui, c'est moi, Rachel. Et il lui pose les questions des simanim, comme on l'a dit, Chalanida de la Katnerot. Et l'autre, il se rend compte que c'est pas elle. Vous imaginez la réaction? Ouais, on imagine tous la réaction. Et qu'est-ce que c'est ça? Tu m'as arnaqué. Tu es une rusée, tu es une menteuse comme ton père, et ta race, et ton truc, et ton machin. Je sais pas s'il a parlé comme ça, mais on imagine un peu les émotions quand même d'un homme. Et Léa, elle se démonte pas. Elle le regarde comme ça. Et elle sourit. Elle sourit. Elle dit, il y a un truc qui te fait rire? Elle dit, oui. Et tu me demandes pourquoi moi je suis rusé, mais j'ai appris de toi. Il dit, toi aussi, quand tu pars de voir ton père, et ton père, quand il a senti, il a dit, je comprends pas, Kol Yaakov, il y a des Esav, j'entends la voix de Yaakov, je sens les mains d'Esav, je comprends pas ce qui se passe. Il t'a dit, est-ce que c'est toi Esav? Qu'est-ce que tu as dit? Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav ton Bechor. Rachid dit, attention, Yaakov, il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Anochi, virgule, je suis qui je suis, et Esav Bechorecha. Esav, c'est ton Bechor. Donc tu as joué sur les mots. Moi aussi, j'ai joué sur les mots avec toi. Moi aussi, j'ai dit Rachel, il dit Anochi, Rachel. Moi, je suis moi et Rachel, c'est Rachel. Et c'est de toi que j'ai appris. Mais en plus de ça, tu peux rien me reprocher. Pourquoi? Parce que du fait que tu as pris la Bechora de ton frère, le droit d'aînesse, tu es devenu Bechor. Or, c'était prévu que quoi? Que le Esav se marie avec la grande fille de Lavan. Le grand avec la grande et le petit avec la petite. Tu es devenu le grand, tu as eu la grande. Imaginez la profondeur des choses ou pas? C'est extraordinaire. Donc déjà, on comprend pourquoi on va dire, Yaakov d'un côté, lui, il ne voulait pas, et pourquoi Léa, elle a dit, ben oui, maintenant je le reviens à lui. Super. Mais la Torah, regardez bien l'approche différente qu'elle va donner des choses. Pourquoi est-ce que Yaakov, il voulait Rachel? Et là, les amis, accrochez les ceintures. La Torah, elle dit quoi? Que Rachel, Aïta Yefat Toar, Vitovat Mare. Vifat Mare. Que Rachel, elle était quoi? Belle. Alors on s'attend à quelque chose de plus profond. Elle a des bonnes midotes, si je viens d'une bonne famille, elle veut un avraire, je sais pas. Il dit non, c'était un canon. Une bombe atomique, Rachel. Par contre, Léa, Léa racote. Mais les yeux de Léa, ils étaient gonflés. Léa, elle n'était pas très jolie, elle a dit la Torah. Alors, je vous rassure tout de suite. La Torah, chas v'shalom, qu'elle se permet déjà de mal parler de quelqu'un de son physique. Même d'un animal, on ne dit pas qu'est-ce qu'il est moche cet animal. Ça va nous choquer. Le pauvre, il est mignon. T'imagines, tu vois un bébé, même un petit bébé, personne ne connaît, etc. Tu dis, il est moche ce gosse. Ça va choquer tout le monde. Alors imagine un adulte, une jeune femme qui cherche à se marier. La Torah, elle va pointer Dieu, elle va dire quoi? Elle était moche. C'est pour ça que Yaakov ne voulait pas être marié avec elle. C'est impossible. Donc si on comprend que la mocheté, c'est pas ce qu'on croit, ça veut dire quoi? Que même la beauté aussi, c'est pas ce qu'on croit. Alors c'est quoi la beauté? La Torah, c'est quoi? Il fait te marier et... nous dit c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la shlemut et à la hatzilut. Traduction? Quelqu'un peut traduire? Shlemut, la plénitude. Et c'est quoi hatzil, quelqu'un de hatzil? J'ai cherché le mot tout à l'heure, finalement j'ai trouvé une bonne traduction. Hatzil en hébreu ça veut dire quelqu'un, on va dire, de classe. Mais c'est pas classe, je me fringue bien. Classe dans le sens où j'ai une aura particulière. Vous savez, je vais vous dire, si quelqu'un a déjà vu le Rav Mordechai Eliyahu Alav Shalom, un des grands rabbins d'Israël, il est niftar il y a une dizaine d'années. Bon, Hachem, j'ai eu le mérite d'étudier dans son collège pendant plus de 4 ans. Je ne l'ai jamais vu en vrai parce que je n'ai pas eu l'occasion. Il est niftar pour moi à peu près, moi je suis arrivé en Eretz. Mais j'ai vu des photos de lui. Ma mâche, je pèse mes mots, Malach Hachem Tzedakot. On dirait un malach. On dirait un ange vivant avec l'apparence d'un homme. Il dégage un truc. J'en ai pas rencontré beaucoup des comme ça dans la vie, mais Béhémet, des fois ça m'arrive de rencontrer, de croiser des tzadikim. Vraiment, à peine le gars il rentre dans la pièce. Tout de suite, il inspire le respect. C'est pas un mec snob. C'est pas un mec qui fait, comme on dit, des posotes en hébreu. Ouais, il fait la pose, il se la joue. Naturellement, il dégage un truc. Ça, c'est de la tzilot. Je vous invite même à rentrer après le shiur sur Google. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Tu rentres un peu sur Google. Tu tapes la photo Rav Mordechai Eliyahu. J'ai vu une photo de lui en blanc à Rosh Hashanah ou à Kippour. Mais mec, c'est choquant. Ça, c'est la tzilot. On dit Rachel, c'était quoi? Elle était belle, elle avait ça. Quand tu la voyais, elle avait une plénitude, une tzilot, une classe extraordinaire d'une tzadéket. Mais alors quoi? Léa quoi? Léa, elle avait Enea Rakot. C'est quoi Enea Rakot? Elle avait les yeux gonflés. Pourquoi est-ce qu'elle avait les yeux gonflés? Parce qu'elle pleurait. Parce qu'elle pleurait, ça vous le savez. Mais pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle pensait qu'elle était... elle pensait. Elle était promise à Esav. Elle a dit, moi, je veux pas tomber dans ses mains.
Je t'ai pas oublié, on va y arriver. Ouais, je veux pas. Elle a tellement pleuré, nous dit Razal, que ses cils se sont détachés de ses yeux. À force donc elle était un petit peu, entre guillemets, un petit peu, on va dire, pas très... Ragoûtante. hein, on va dire pas très présentable. Mais c'est sûr qu'encore une fois, la Torah ne va pas pointer ça du doigt. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Léa, elle avait un autre caractère. Elle dégageait quelque chose de différent de sa sœur. Écoutez bien ce qu'il dit Razal. Si Rachel Imenu, c'était une tzadéket qui représente la tzidkout, Léa, elle représente le Baalei Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Rachel la tzadéket, entre guillemets, elle a eu des choses à peu près, on va dire, elle avait tendance facilement à accepter le destin, la preuve c'est quoi? C'est que quand elle a vu que Léa va rentrer sous la roupa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été mévatérée tout de suite. Tout de suite, elle a été mévatérée. Elle dit à sa soeur, viens, il y a un secret, elle lui a pris la halachot, elle était prête à laisser sa place. C'est une tzadéket. Les choses, quand elles coulaient sur elle, elles coulaient. Là où ça lui a fait mal, c'est quand elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit à Jacob, bon là on fait quelque chose, ça fait 7 ans que j'ai pas de gosse, il me lave, mettez un ochi, je vais mourir. Mais ça lui a pris du temps pour craquer, elle a accepté les choses de la vie. C'était une tzadéket. Léa, elle a complètement un autre caractère. C'est quoi son caractère? Elle a un caractère de patente. Je n'accepte pas ce qui est en train de m'arriver. Les gens disent parce que Lavan il a 2 enfants, 2 filles, et parce que Rivka elle a 2 enfants, 2 garçons, le grand avec la grande, la petite avec le petit. Alors quoi, ma petite soeur va prendre un tzaddik que moi je vais tomber dans ses mains du rachat. Je ne veux pas. Ah mais oui, mais mon fille, c'est ton mazal. C'est ton mazal. Oui, un jour il faudra faire peut-être un cours sur ça. El mazal Israël. On dit qu'Israël est au-dessus du mazal. Alors quoi, c'est notre mazal, c'est pas notre mazal. On fera un cours Bezrat Hashem là-dessus. Mais en attendant, il faut comprendre Léa. Moi tomber dans ses mains à lui, même pas en rêve. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner des mondes pour avoir gain de cause. Elle va prier au point de faire tomber ses cils pour dire à Hachem, mais je t'en supplie, je mérite mieux que ça. Vous imaginez? Donc quand on dit Rachel est belle, elle représente la tzidkout. Mais Léa, elle représente le combat. Le combat pour changer et le combat pour faire changer les choses. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, ça ne s'arrête pas là. Mais alors regardez bien. Même leur caractère, il va donner une différence même dans leurs propres enfants. Rachel à qui va donner naissance? 2 enfants. Vous savez lesquels? Yosef, Binyamin. Yosef à Tzadik, Binyamin, un des seuls de toute l'histoire qui est mort sans une seule faute dans ce monde. La Gemara a dit que de quoi il est mort Binyamin? D'une piqûre de serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'un serpent qui l'a mordu. C'est qu'on dit que s'il n'y avait pas eu la klala, la malédiction de la Marichon, que l'homme doit devenir maintenant de immortel, il doit devenir mortel, un mec comme Binyamin, il ne serait jamais mort parce qu'il n'y avait aucune faute qui pouvait lui causer sa mort. S'il n'y avait pas eu la décision d'Hachem que maintenant un humain doit mourir, il ne serait jamais mort. C'est ça, Iti Oshel Nachash. Il y en a eu quelques-uns comme ça dans l'histoire. Donc Binyamin, vous imaginez, et Yosef Hatzadik, on connaît tous l'histoire qu'il a réussi à résister avec la femme de Potiphar, etc. Donc vous voyez que les enfants, ils sont comme la mère des tzadikim. Mais par contre, Léa, à qui elle donne naissance? Réhouven, hein? Je me sens un petit peu concerné. Réhouven, vous savez ce qu'il dit la Torah sur Réhouven? C'est pas mon avantage, hein? Il dit que Réhouven, Achas Kamaim, sont des gens impulsifs. Impulsifs. Oui, je vous dis la vérité. Là, je suis en train de un petit peu de me mettre à découvert avec vous, mais c'est la vérité. De caractère, moi je suis quelqu'un de caractère. Hein. Comme au prochain, c'est des choses qui se travaillent. J'ai fait un gros travail là-dessus et je suis encore en train de le faire, de ne pas prendre décision rapidement, sur un coup de tête. Ça, c'est mon trait de caractère principal. Tac, tac, je veux décider tout de suite, il faut que ça aille vite. J'ai appris à prendre le temps. Parce que j'ai remarqué trop de fois que je me suis dépêché à prendre des décisions, je les ai regrettées. Alors, des fois, ça s'est bien passé, et des fois, j'ai regretté. Mais même des fois, quoi, on peut être impatient par rapport aux autres. Et pourquoi ça va pas vite? Pourquoi il répond pas? Pourquoi si? Ça, c'est le caractère des Réhouven. Ensuite, on a qui? Shimon et Lévi. Shimon, le nerveux, Lévi, les guerriers. Qui on a encore? Yehuda. Yehuda. Qu'est-ce qu'il va faire Yehuda avec Tamar, avec tout ça? Donc, tu vois, c'est vraiment des gens très différents. On peut ouvrir aussi un petit peu par ici, là, la fenêtre. Ouais. Si vous n'avez pas froid, hein, bien sûr. Non. Merci. Et c'est qui Yehuda? On a dit c'est celui qui a fait aussi des avérotes. Mais par contre, les enfants de Léa, c'est qui derrière ce costume de gens pleins de défauts? Sont des gens qui ont réussi non seulement à se travailler, mais les premiers à créer la Teshuvah dans l'histoire. Vous vous rappelez de l'histoire avec Yehuda, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Yehuda, il a eu 3 enfants.
il a marié 2 fois 2 garçons avec une fille, qui s'appelait Tamar. Les 2 sont morts, donc normalement il y a une mise à de hiboum de marier la sœur, la femme qui n'a pas eu d'enfant avec le frère qui est célibataire. Voilà que les années passent, Yehuda ne lui donne pas, et finalement il va aller avec Tamar hors mariage. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi c'était autorisé ou pas. Tout ce qu'il a fait, c'était voulu d'Hachem. D'accord? C'est pas encore une fois. C'est pas pour donner. C'est pas pour donner Chas Veshalom ici un guibou, une protection pour ceux qui font d'Averot, mais dans l'idée, dans les plans d'Hachem, Yehuda devait aller avec Tamar pour avoir ceux qui vont plus tard donner naissance, bien sûr, au Mashiach. Ok? Mais Yehuda, il sait pas que c'est sa belle-fille avec qui il a une relation maintenant. Et voilà que plus tard, on voit que Tamar elle est tombée enceinte. Et on va dire Yehuda qui était le gadolador de la génération. Regarde, elle est promise à ton fils, parce qu'une femme qui est promise en hiboum, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, elle est enceinte. Ça veut dire quoi? C'est pas la Vierge Marie. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle est partie avec quelqu'un. Yehuda, ni une ni deux, c'est une fille d'un Cohen Tamar. Tamar, c'est la fille d'un Cohen. Il faut la brûler. C'est ça sa sentence. Non, le mec, il réfléchit même pas. C'est la race, c'est la race. Tamar. Alors, il peut lui dire, Baba, viens. Je peux même te dire où tu as un tatouage. Tamar, elle s'est tuée. Quand elle est en route pour aller au bûcher, en route pour aller sur le bûcher pour se faire brûler, elle dit au gars là, dans le camion, elle dit, ça te dérange pas, on fait un tout petit détour, je dois juste déposer quelque chose à quelqu'un, j'ai oublié de lui donner, comme je vais mourir, je ne pourrai pas lui rendre après. Puis c'est qui? Elle dit, c'est la maison de... dans le quartier là-bas de Yehuda, vraiment, je vais juste poser ça devant une porte et je m'en vais. Le mec il dit, ok, il faut un détour, elle va poser devant la maison de Yehuda la chose suivante. Les signes, les garanties qu'il lui avait données, pour aller avec elle, pour dire, voilà, maintenant j'ai rien sur moi pour te payer, mais je reviendrai, je l'enverrai quelqu'un pour te payer. Il a dit, d'accord, mais moi je veux un gage. Il avait donné sa bague, il a donné son bâton, etc. Une corde. Et voilà que, qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle arrive dans la maison de Yehuda, elle met tout par terre, elle tape à la porte et elle s'en va. Yehuda ne comprend pas, il retrouve ses affaires, il dit, ah, je ne les trouvais plus. Et là, quand elle monte sur le bûcher Tamar, elle va dire, j'ai juste une chose à dire avant de mourir. Celui qui reconnaît à qui sont ce seau, c'est tous ces objets-là que je lui ai ramenés, c'est de lui que je suis enceinte. Donc maintenant, personne dans le public, là, qui sont tous arrivés pour l'exécution, comprend de quoi il s'agit. Il y en a un qui comprend. C'est qui? C'est celui qui est assis devant tout le monde, en tant que Rosh Sanhedrin, en tant que gadolador, avec une barbe comme ça. Et là, le gars, il a une sueur froide dans le dos. Je me dis, oh, c'est moi. Alors personne ne sait. Tu vois, il devient blanc. Je me dis, ça va? C'était sous le choc sûrement de l'exécution. J'aurais pu dire, ouais, je suis désolé, machin. J'aurais pu dire, je me sens pas bien exécuté là. Fermez les yeux, il revient dans 2 heures, c'est terminé. Yehuda, les amis, imaginez, je vous en supplie, imaginez la scène. Le gadolador qui donne une sentence à mort d'une femme pour telle et telle chose. Et maintenant, il n'y a que lui qui sait qu'en fait, c'est lui l'auteur de cette affaire avec cette femme. Mais qui aurait eu le courage de se dénoncer? Je dis tout de suite que Dieu me préserve des avérotes, mais moi, si j'ai fait un truc comme ça, jamais j'aurais eu le courage d'ouvrir ma bouche. C'est pas possible. J'aurais pas pu. Alors, Baruch Hashem, je rentre pas dans ces problèmes. Je rentre pas là-dedans, je veux pas arriver là-dedans. Mais je sais qu'à la place de Yehuda, je vais être très honnête avec vous, je n'aurais pas eu les forces, le courage. Il y en a un ici qui est capable de lever la main et qui dit oui, moi. Ok. Moi, je ne suis pas avec des joueurs de poker ici. Et qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il se lève avec sa barbe et son chapeau et dit c'est moi. Tzadka mimeni. Elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Et je regrette. C'est parce que je ne lui ai pas donné mon fils Sheila, que j'aurais dû lui donner, alors elle est venue avec moi pour avoir des enfants parce qu'elle savait que de moi elle devait avoir des enfants. De moi ou de mes enfants. Mais c'est moi le responsable, c'est moi l'auteur de ça. Il a créé la teshuva, première fois, il a avoué ce qu'il a mal fait. Mais c'est qui ce gosse? C'est qui ce gars? Réhouven, qui est capable aussi. Quand il va mettre son frère Yosef dans le bord, il va regretter, il va essayer de le sauver. Et pareil, Yehuda plus tard, encore une fois, il va regretter la vente de Yosef à Tzadik, parce qu'il a aussi là, il est un peu sali là-dedans. Mais quand il va vouloir réparer ça, quand il faut faire descendre Binyamin, pour montrer à Yosef que c'est pas des menteurs, ouais, on en parlera l'histoire au moment venu, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Anochi et Revenu, Miyadit et Vakshenu. Papa, je suis garant sur lui, s'il y a un problème, j'en prends la responsabilité que j'ai pas pu prendre sur Yosef. Que je n'ai pas su prendre sur Yosef, maintenant je viens et je répare mes erreurs. C'est qui ces gens-là? Ce sont les enfants de Léa. Léa, celle qui s'est battue, celle qui est capable, on l'a dit, de créer des changements, non seulement chez les autres, ces enfants, ils ont réussi à faire ces changements en eux-mêmes. Ça, c'est Léa. Ça, c'est l'essence de Léa. Et donc, qu'est-ce qu'on reproche à Yaakov? Maintenant, on va essayer de comprendre.
Yaakov Avinu, toi tu as pris Léa comme femme, mais quelque part tu l'as déroutée de sa cible. C'était qui sa cible? C'était Esav. Peut-être qu'elle, avec ses forces, elle aurait pu faire aussi Teshuvah à Esav, avec cette force de faire des changements. Mais toi, du fait que tu l'as pris, tu aurais dû maintenant t'inquiéter de lui donner une remplaçante à Esav pour lui faire des Teshuvah. Et c'était qui? Si on voit que Léa elle a donné des forces à ses enfants de faire des changements dans les garçons, donc ça veut dire quoi, nous dit Israël? Que la fille, elle avait également les forces de Léa pour faire Teshuvah à Esav. Maintenant, Yanniv, il a posé une question tout à l'heure. Il a dit, Marc, si c'est comme ça, c'est magnifique. Mais quand tu suis un peu le cours du cours, ouais, pourquoi elle, alors, pourquoi elle a pleuré pour pas se marier avec Esav? Voilà, tu as la force de changer. Va te marier avec lui, tu vas faire tes chouvas. Je vais vous donner 2 éléments de réponse. Tu vois, je ne donne pas une réponse, je te donne 2. Non, mais vraiment, quand j'ai eu cette question, j'ai posé le stylo, je suis devenu fou. J'ai dit, impossible que j'ouvre la bouche sur un cours comme ça, quand j'ai une alarme aussi rouge qui s'allume dans mes yeux. Je dis, même si je les endors eux, et pour prochaine, ça n'a pas été le cas, je dis, moi, je ne peux pas m'endormir, c'est impossible. Et écoutez la réponse, comment elle est belle. Léa, elle n'était pas consciente de ses forces. Léa ne savait pas qu'elle avait ce potentiel en elle. Par contre, quand elle a eu ses enfants, on a vu ses enfants, comment ils ont grandi, comment ils se sont développés, on a remarqué de qui venaient les forces. Donc on reproche à Yaakov, Léa à la rigueur elle a pleuré parce qu'elle ne se connaissait pas. Mais Dina et les enfants que tu as eus, on a bien vu de quoi ils sont capables. Tu aurais dû donner Dina à Issa. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse qu'on peut dire, que Léa et Dina n'ont pas vécu aux mêmes époques. C'est-à-dire que quand Esav, on dirait qu'il était en âge de se marier avec Léa, il était très jeune. Or, on sait que quoi, qu'une personne dans sa jeunesse, dans sa vigueur, c'est là où il est plus téméraire, il est difficile à contrôler, à gérer, il a le sang qui bout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai lu, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Nachman qui le dit, si je ne me trompe pas. Il dit, vous savez qu'un jeune, et excusez-moi du terme, un vieux, bon, je vais être plus politiquement correct, un jeune et un moins jeune, ils ont 2 rôles différents à jouer selon leurs âges. Écoutez bien comment c'est fin et comment c'est beau. Un jeune, du fait qu'il a le sang qui bout toute la journée, lui, c'est quoi son but principal? Tout de suite, c'est de s'écarter des avérotes. Tu fais tout pour t'écarter des avérotes. Tu vas pas chiner, tu vas pas draguer, tu vas pas en boîte, tu prends pas le numéro de téléphone et tu vas pas, je vais boire un verre à 9h du soir. Tu évites les problèmes, tu t'écartes des problèmes. Ah oui, mais c'est pas loin d'une synagogue, peut-être au passage je fais arbitre. Regarde. Déjà, tu t'écartes des problèmes, après tu fais des mitzvot. Parce que ton sang est en train de bouillir là. C'est très 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 chaud. Dans plein de choses. Donc toi, ton but c'est quoi? Tu t'écartes des avérotes, tout de suite. Par contre, la personne qui est un petit peu vieillie, lui il a un rôle différent à jouer. Toi maintenant tu es plus fatigué. Tu es plus assagi, tu es un peu plus réfléchi. Toi maintenant que ton sang est moins vers les avérotes, toi mets plus le paquet pour faire des mitzvot. Vous avez vu la différence d'approche? Comment c'est intelligent, comment c'est réfléchi? C'est extraordinaire. Oui ou non? Donc quoi? Et Esav, quand il devait se marier avec Léa, il était très jeune. Il était déchaîné. Léa a dit impossible que je vais réussir à faire le poids avec lui. Par contre, les années sont passées, il y a eu presque une trentaine d'années qui sont passées. Et Esav, il a vieilli, il avait près de 100 ans. Là, sa fille Dina, qui avait le potentiel de sa mère, là, elle pouvait avoir un impact sur lui. C'est bon? Ce que j'ai répondu? Magnifique. Si j'ai réussi l'examen, là, je suis content. Donc ça, on a compris maintenant pourquoi quoi. C'était quoi ce qu'on reproche à Yaakov Avinu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, mais encore plus que ça? Est-ce que Yaakov, finalement, il va comprendre ce que Hachem a voulu de lui? Alors, les Chaora, on pense que non. Parce qu'il a aimé Rachel, parce qu'il sentait avoir des enfants avec elle, et parce que ce que vous voulez. Or, l'histoire va nous décrire que finalement, Yaakov, il a eu le déclic. Il a eu le déclic que quoi? Que être un tzaddik, c'est extraordinaire. Hachem, il veut des tzaddikim. Avalma, Hachem, s'il avait voulu des anges, il n'aurait pas créé des humains. Il n'aurait créé que des anges. Hachem, il a créé des humains, pourquoi? Pour voir le travail sur eux-mêmes. Comme dit la Gemara, les fum tsahara agra. En fonction de l'investissement et de la difficulté, le salaire est aussi grand que la difficulté qu'on a eue à se travailler. Yaakov, il a compris quelque chose, c'est que quoi? C'est que Efo chez Baal Tchouva Omdim, Afelu Tzadik Gmurim et Nam Omdim. Là où un Baal Tchouva, il se tient, un Tzadik Gamour ne peut pas atteindre son niveau. Pourquoi?
Parce que le travail qu'il a dû produire l'autre pour arriver là où il en est aujourd'hui, c'est pas du tout que le tzaddik, entre guillemets, en ayant évité les pièges, il aurait pu se relever autant de fois que le rachat il a fait. Et qui est venu Baal Tchouva, chas v'shalom, pas rachat, un Baal Tchouva. Yaakov il a compris ça. Il a dit Rachel c'est la tzidkout. Mais moi j'ai pas compris. Pourquoi j'ai pas compris? Parce que Yaakov tam yoshev ohalim. Parce que Yaakov il était tam. C'était un tzaddik, Torah, Torah, Torah. Il a dit moi qui il me faut pour ma Torah? Il me faut une tzaddikette. Qu'est-ce qu'on veut avec Léa? Mais Léa c'est pas moi Léa. Léa c'est la combattante, c'est Baal Tchouva, mais moi je donne pas là-dedans. Moi je veux une femme comme Rachel. Donc c'est elle m'a bien aimé. Mais à la fin de sa vie il va comprendre. Et voilà que quand il va rendre l'âme, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants, hein? Où est-ce que je veux être enterré? Il aurait pu demander à Bethléem. Il aurait pu demander à côté de Rachel. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi Yaakov il n'est pas enterré avec Rachel? Son âme sœur, sa femme de tout le jour. Pourquoi il n'est pas enterré avec elle? Quand on l'a pas donné son avion, on l'a mis de la place. Ça va. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Yaakov qui a demandé à être enterré à côté de Léa et pas à côté de Rachel. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Je veux que tu me jures que tu vas m'enterrer à Marat à Marpella, là où est enterré Avraham et Sarah, là où est enterré Yitzhak et Rivka, et là où j'ai enterré Léa et Rachel. Non. Pourquoi non? Parce que j'ai compris que le but de ce monde, c'est quoi? C'est le combat. Tzadikim, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Celui qui arrive d'un tzadik, c'est extraordinaire. Mais Hachem, il ne veut pas des malachim. Hachem, qu'est-ce qu'il veut voir? Je tombe et je me relève, je combats. Et écoutez-moi bien les dernières phrases avec lesquelles on va finir le shiur parce que c'est extraordinaire. Quand on fait le point sur les vies de Rachel et de Léa, quelles ont été les plus belles vies, vous pensez? Est-ce que celle à qui tout avait été promis d'avance, tu vas te marier avec Yaakov, ton tzaddik, qu'elle a eu une super adolescence, tout le monde lui disait qu'elle était une princesse, qu'elle était belle, et elle a eu Baruch Hashem, Yosef et Binyamin. Mais quand on regarde le résultat des courses, on se rend compte qu'en fait c'est Léa, entre guillemets, qui a gagné sa vie. Pourquoi? Léa, elle a pleuré pour parler de Maïk Esav, elle a gagné Yaakov. C'était pas son mazal, c'était pas sa route, elle a réussi à changer de route grâce à ses prières et à ses pleurs, en s'acharnant sur ce qu'elle voulait. Et ensuite quoi? Elle a donné naissance à la moitié des 12 bâtiments, elle a eu 6 garçons, 6 garçons. Encore Rachel, combien elle en a eu? 2. Et finalement, qui va être enterré avec Yaakov Avinu depuis déjà 3500 ans? Léa, encore une fois. Les amis, si on se pose la question, la Gemara, elle dit, est-ce que Noach la Adam liot leibara? La Gemara demande, est-ce que vous pensez que c'est bien ou c'est pas bien que l'homme a été créé? La Gemara, elle va dire, lo Noach lo la Adam. Non, c'est pas agréable pour l'homme qu'il a été créé. Non. C'est pas possible. On a vu dans Bereshit, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a tout créé, il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Veine tov, meod. Tout ce qu'il a fait, c'était super. Hachem, il ne fait pas de brouillon, les copains. Moi, je fais des brouillons quand je prépare un cours. Quand vous préparez une dissert, peut-être vous faites des brouillons. Hachem, il ne fait pas de brouillon. Alors, comment c'est possible? Veine tov, meod, d'un côté, et d'un autre côté, quoi? Noach lole Adam, lole ibara. L'homme, ça aurait été mieux pour lui s'il n'avait pas été créé. Écoutez bien comment le Yesod, il est extraordinaire, c'est explosif, explosif. C'est quoi? La vie de Léa, elle n'a pas été agréable. Loya chaim nochim. Avalma, mais elle a une vie qui a payé. La vie d'un juif, nous dit la Torah, c'est pas une vie où on est assis sur le fauteuil et on attend que ça tombe et tout va bien. La vie d'un juif, elle se passe, qu'on le veuille ou non, par rapport en traversant un combat de travail, un combat d'acharnement, un combat de travail sur soi, un combat de je veux aller quelque part, je vais me donner les moyens d'y arriver. Ah, c'est dur! C'est vrai que c'est dur, mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Alors chacun va commencer la vie d'une manière différente. Avantagé, avantagé, pas avantagé. Riche, pauvre, grand, petit, moche, beau. Ouais. Maintenant on a compris c'est quoi la définition de la beauté et de la mocheté. Ouais. Vous vexez pas quand je dis prononcer ces mots-là. Mais des fois aussi il y a le côté bon, avec des présentable, un peu moins présentable. Vous allez chez Zara, vous faites un costard, vous avez l'air très beau gosse. Si vous voulez, je vous donne le numéro d'un retoucheur, il vous fait des ourlets extraordinaires. Ouais. Chacun y part de la manière dont il part. Mais c'est quoi la question qu'on va vous poser, Bachamaï? C'est pas pourquoi t'es pas devenu Moshe Rabbeinu. On va pas te poser la question, Yosef, comme ça. Tu entends? Toi non plus, on va pas te poser la question comme ça. On va pas te poser la question pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on va te demander? Pourquoi t'es pas devenu Jordan? Pourquoi t'es pas devenu Daniel? Pourquoi t'es pas devenu Shimon? C'est ça la question sur je suis pas devenu Shimon. Regarde le Shimon que tu aurais dû être
Regarde celui finalement que tu t'es accompli. Mais tu as été capable de beaucoup plus que ça. Pourquoi tu n'es pas ce que tu es, ce que tu aurais dû être? Parce que tu t'es pas acharné pour obtenir ce qu'il faut. Alors encore une fois, chacun a un parcours dans sa vie. Je veux qu'on comprenne bien. Chacun a un parcours dans sa vie. On doit commencer à un point A, à un point B. On doit épouser une femme, on doit avoir des enfants, etc. On n'a pas, on va dire, le niveau des Imaot et des Avot, savoir avec qui on doit être marié, c'est un rachat, c'est un tzaddik. Alvaï que nous, on se marie avec des gens au moins qui ont notre niveau. Ouais, et pas pire. Ce sera bien mieux. Il faut influer, il faut vraiment vouloir beaucoup plus. Mais je vous parle, si vous voulez faire un changement en vous, de Torah, de religion, d'investissement, de Gdusha, de Tahara, vous ne pouvez pas me dire maintenant de servir une salade. Ouais, mais j'ai pas les forces. Ouais, mais moi je suis pas né, je suis pas né fils de Rav, moi. Moi je suis pas la fille qui va me dire, moi je suis pas né dans une maison de sniout, cachère, moi je connais pas tout ça. Il n'y a aucun problème. Mais tu peux changer. Tu peux changer. Et de qui ça dépend? D'une seule personne, c'est laquelle? Toi. Et personne ne va te dire pourquoi tu ne l'as pas fait en une seule fois. C'est pas abracadabra les tfilotes et les changements. Léa, elle a pleuré pratiquement un tiers de sa vie pour obtenir Yaakov. Elle a prié, elle s'est acharnée pour quelque chose qui lui tenait à cœur. Quand quelque chose nous tient à cœur, on ne lâche pas. Et ça, on est capable. Et c'est ça qu'on apprend à voter des Imaot. D'être capable de s'acharner pour une cause qui en vaut la peine. Ah, c'est difficile? Oui. Personne ne dit que ça va être facile. Mais une chose est sûre, tu t'investis pour quelque chose de vrai, dans le Rouhani ou dans la spiritualité, ça paye. Yehi Ratson, les amis, qu'on soit capable de prendre exemple sur les Avot et les Imot. Maaseh Avot Selam Avadim. Amen. Kenei Ratson. Chazak à tous.